Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu, c'est le numéro 9. On va revenir aujourd'hui sur la niche parlementaire du groupe de la France Insoumise, c'était la semaine dernière. On va revenir sur bien sûr la situation internationale au Proche-Orient, on va revenir notamment sur ce qui se passe à Gaza, mais aussi la dernière polémique en date de toute la classe médiatique qui tombe sur Jean-Luc Mélenchon parce que, oh mon Dieu, il a osé critiquer le traitement journalistique en France du conflit israélo-palestinien. On va revenir sur tout ça, c'est dans Manu refait l'actu, c'est le numéro 9, c'est parti. Alors jeudi dernier se tenait la niche parlementaire du groupe de la France Insoumise. Qu'est-ce que c'est la niche parlementaire? C'est une fois par an, chaque groupe politique à l'Assemblée nationale a l'occasion pendant une journée de pouvoir décider de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est la seule journée dans l'année où on peut choisir les textes qu'on inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée et on peut faire voter l'Assemblée nationale sur les textes que nous avons choisi d'inscrire à l'ordre du jour. Ça dure de 9h à minuit. Si à minuit, un texte est en cours d'examen et n'a pas pu être voté, la discussion s'arrête et ce texte ne peut pas être voté jusqu'à l'année suivante dans une nouvelle niche parlementaire si vous décidez de réinscrire le même texte à l'ordre du jour à cette occasion. Pour cette niche parlementaire, nous avions inscrit un certain nombre de textes à l'ordre du jour, une dizaine, nous savions que nous n'aurions pas le temps de tous les examiner. Nous avons commencé la journée par inscrire à l'ordre du jour un texte pour ouvrir, pour décider, pour lancer une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des risques climatiques et des catastrophes naturelles dans les départements et les territoires d'outre-mer. Pour nous, c'est un sujet majeur. On sait que face notamment à la crise climatique qui ne va faire que s'approfondir, nous allons être confrontés à des catastrophes naturelles majeures. Les départements et territoires d'outre-mer sont souvent à l'avant-garde de ces risques et de ces menaces. Et donc la question de savoir comment s'organise l'État pour protéger les populations, pour faire face à ces catastrophes naturelles, c'est un sujet majeur. Et donc cette proposition de commission d'enquête qui était portée par notre député de Martinique, Jean-Philippe Nilor, qui siège au sein du groupe de la France Insoumise, elle est de ce point de vue-là indispensable et donc elle a été votée par l'Assemblée et nous aurons pendant un an la possibilité d'enquêter avec les moyens de l'Assemblée nationale pour savoir comment l'État est préparé ou plutôt comment l'État n'est pas suffisamment préparé pour faire face à ces risques naturels majeurs. Le deuxième texte qui était inscrit à l'ordre du jour, c'est celui que je portais avec notamment ma collègue Aurélie Trouvé, députée de Seine-Saint-Denis. Et c'était un texte qui se voulait un texte utile, indispensable, nécessaire dans un moment où ce qui occupe une grande partie des Françaises et des Français, c'est la difficulté à faire face à l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix alimentaires bien sûr. Il suffit d'aller au supermarché, je pense que tout le monde qui l'a fait sait et à mesurer à quel point la facture quand vous allez faire vos courses a augmenté de plusieurs dizaines d'euros. En 2 ans, on estime à peu près à 22% l'augmentation des prix alimentaires. Donc c'est l'inflation, la hausse des prix sur les produits alimentaires, mais c'est aussi le cas sur l'énergie, c'est aussi le cas sur le carburant, c'est aussi le cas sur les loyers. Et on sait que c'est la préoccupation première des Français. Et donc, nous avions décidé d'inscrire à l'ordre du jour de notre niche parlementaire un texte pour bloquer les marges de l'industrie agroalimentaire, bloquer les marges de la grande distribution, bloquer les marges des raffineurs. Pourquoi ces 3 secteurs? Parce que c'est 3 secteurs dans lesquels on sait que la majorité de la hausse des prix est due à l'augmentation des marges et des profits des entreprises. À l'échelle mondiale, le Fonds monétaire international estime que à peu près 50% de l'inflation est due à l'augmentation des profits des entreprises. En France, la Haute Autorité de la concurrence considère même que c'est 2/3 de la hausse des prix qui est due à l'augmentation des profits des entreprises. Et donc très concrètement, ça veut dire que pendant que vous galérez pour pouvoir payer vos courses au supermarché, que vous galérez pour pouvoir payer votre plein d'essence à la station-service, de l'autre côté de la chaîne, vous avez une toute petite poignée d'acteurs économiques qui, eux, se goinfrent et s'en mettent plein les poches depuis 2 ans. Et face à cette situation, vous avez un gouvernement qui fait strictement rien, un ministre de l'économie et des finances qui se contente de demander, de souhaiter, en espérant qu'ils vont faire des efforts alors qu'ils ne font pas d'efforts, qui annonce chaque année ou chaque mois qu'on est au pic de l'inflation et que la situation va s'améliorer alors qu'elle ne s'améliore pas. Et donc comme le gouvernement n'agit pas, nous avons proposé à l'Assemblée nationale
d'agir enfin sur ce sujet en encadrant les marges, en faisant en sorte qu'il ne soit pas possible de faire des marges excessives dans une situation qui soit une situation sociale si difficile que celle à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il y avait 5 articles dans cette proposition de loi. Il y en avait donc 3 qui étaient consacrés à l'encadrement des marges, les marges de l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'était un article pour encadrer ces marges. Il y avait un article pour encadrer les marges de la grande distribution, c'est-à-dire les supermarchés, les hypermarchés qui s'en mettent aussi plein les poches dans cette situation. Il y avait un article pour encadrer les marges de la raffinerie, c'est-à-dire l'activité qui consiste à transformer le pétrole brut en carburant. Donc ça passe par des raffineries et ces raffineries-là, elles ont vu leur marge être multipliée par 5 entre le mois d'avril et le mois de septembre, c'est-à-dire qu'entre le mois d'avril et le mois de septembre de cette année, ce que gagnait un raffineur quand il raffinait 1 litre de pétrole brut, ça a été multiplié par 5 dans l'année. Pourtant, le cours du pétrole brut, lui, n'a pas augmenté. Et par contre, le prix du carburant, lui, forcément, il n'a pas baissé. Il a même, dans un certain nombre de cas, dépassé 2 € le litre quand vous allez à la station-service. Donc, 3 articles pour encadrer ces différentes marges. Puis avant cela, on avait mis un article pour garantir aux agriculteurs des prix rémunérateurs. L'idée était de dire, bien sûr, il faut faire baisser les marges, bien sûr, il faut faire baisser les prix, mais il ne peut pas être question que ce soit les agriculteurs qui sont au début de la chaîne qui payent le coût de cette baisse des prix. Il ne peut pas être question que les industries ou la grande distribution aillent répercuter ces baisses de prix sur les agriculteurs qui, tout le monde le sait aujourd'hui, ne vivent déjà pas de leur production. Et donc, il s'agissait de garantir aux agriculteurs des prix qui sont des prix rémunérateurs. Puis on avait un 5e article qui, lui, consistait à renforcer les moyens de contrôle et de sanction de ce qu'on appelle l'Observatoire des prix et des marges, qui permet de faire la lumière de manière de la transparence sur comment se constituer les prix et quelles sont les marges qui sont réalisées dans la chaîne agroalimentaire en particulier. On était rentré dans la discussion en pensant qu'il allait être difficile de convaincre et en réalité on a été agréablement surpris puisqu'on a réussi à faire voter d'abord notre article 1, puis notre article 2, puis en fait nos 5 articles de cette proposition de loi qui ont tous été votés par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et quand on est arrivé au vote final, on a vu des macronistes qui commençaient à gagner du temps, qui déposaient des sous-amendements de réécriture d'un mot, qui changeaient rien au contenu du texte mais qui visaient tout simplement à faire perdre du temps à la discussion. Et pendant qu'ils faisaient perdre du temps à la discussion, pendant qu'ils faisaient des attaques ridicules pour essayer d'obtenir le fait que nous allions leur répondre et qu'une forme de polémique allait s'installer dans l'Assemblée, ils passaient des coups de téléphone pour demander à des députés macronistes qui étaient restés en circonscription de revenir à l'Assemblée nationale pour pouvoir en quelque sorte balayer tout notre travail de la journée en votant contre le projet de loi à la fin. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, puisqu'ils ont réussi à ramener du monde. Les républicains qui pour l'instant depuis le début de l'examen en séance étaient restés bien silencieux, n'avaient rien dit, n'étaient pas dans l'hémicycle, se sont ramenés à 8. Donc il y a dû avoir aussi un accord avec eux pour faire en sorte que la proposition de loi soit rejetée. Et donc à la fin, il nous a manqué seulement 6 voix, c'est pas beaucoup, mais seulement 6 voix pour que cette proposition de loi d'encadrement des marges puisse être adoptée par l'Assemblée nationale. Bien sûr, il faut pointer d'abord la responsabilité des macronistes, des LR qui ont fait une coalition sur le dos des citoyens, qui attendent qu'il y ait des efforts de la puissance publique pour faire en sorte qu'ils ne soient pas matraqués comme ils le sont aujourd'hui par des grandes entreprises qui s'en mettent plein les poches. Il faut aussi pointer la responsabilité de ceux qui à gauche ont considéré qu'ils avaient mieux à faire que de venir voter sur une proposition de loi aussi importante. Et moi je l'ai dit parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, de ce point de vue-là, l'absence de Fabien Roussel ou de Olivier Faure par exemple, c'est une absence qui est une absence coupable et insupportable. On a été élu sur un programme, celui de la NUPES, dans lequel le blocage des prix, dans lequel la question du pouvoir d'achat était une priorité centrale. Et donc tous les députés de la NUPES auraient dû être là ce jour-là, parce que si tous les députés de la NUPES avaient été là ce jour-là, malgré les efforts des macronistes pour essayer de faire revenir des gens qui étaient en circonscription, on aurait gagné. Et donc on aurait réussi à faire voter cette proposition de loi. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ceux qui tiennent bon sur leurs engagements, pas oublier ceux qui se battent à l'Assemblée nationale, plutôt que ceux qui préfèrent aller faire autre chose au moment où il y a des moments clés à l'Assemblée. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas oublié. Il y en avait une troisième pour introduire un moratoire de 10 ans sur les projets de méga bassines. Vous savez, ces projets extrêmement consommateurs en eau qui visent à privatiser une grande partie de l'eau pour quelques agriculteurs qui, eux, s'appuient sur des cultures qui sont extrêmement exigeantes en eau. Alors tout le monde sait que c'est un modèle agricole qui n'est pas viable dans un moment où la question des conflits d'usage sur l'eau vont aller grandissant et croissant. Donc il s'agissait de dire, on arrête avec ce modèle insupportable, on met en place un moratoire de 10 ans. Bon, cette proposition de loi qui était portée par Clémence Guettet, elle a été balayée, elle a reçu que le soutien des députés de la NUPES qui étaient là. Là aussi, il faudra s'en rappeler devant l'histoire que ceux qui avaient proposé à ce moment-là d'en finir avec ce système complètement fou n'ont pas été suivis à l'Assemblée nationale, il ne faudra pas l'oublier. Et puis enfin, on avait une 4e proposition de loi qui était portée, elle, par Daniel Obono et qui visait aussi à faire écho à
des difficultés que rencontrent les Françaises et les Français, en particulier dans les zones moins peuplées, les départements ruraux, les petits villages, mais aussi dans les quartiers populaires, c'est-à-dire les difficultés d'accès aux services publics. On sait que de plus en plus, dans les services publics, il n'y a plus d'accueil physique. On vous renvoie à la dématérialisation, on vous renvoie sur Internet, personne n'est là pour vous aider à faire les démarches. Et on sait que parfois, ça crée en fait des difficultés d'accès aux services publics, soit parce que les gens ne maîtrisent pas tous les outils numériques parfaitement, soit parce qu'ils ont des questions et qu'ils ne peuvent pas les poser à un ordinateur. Et c'est pourquoi c'est important de garantir le fait qu'il y ait toujours un accueil physique pour les services publics. Voilà, c'était le sens de la proposition de loi que nous avons portée. Et celle-là, on a réussi à la faire voter. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut continuer la bataille sur ce sujet, puisque maintenant, l'objectif, c'est que cette proposition de loi, elle soit aussi inscrite à l'ordre du jour au Sénat. Puisque pour qu'une proposition de loi voie le jour, il faut qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale, mais ensuite, il faut qu'elle soit aussi votée au Sénat à l'identique. Donc maintenant, la bataille, c'est de faire en sorte que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Donc, emparez-vous de ce texte de loi, allez solliciter vos élus locaux, les citoyens auprès de chez vous, les usagers des services publics, les personnels des services publics pour faire en sorte qu'ils relaient cette proposition de loi pour qu'on réussisse à la faire voter au Sénat et puis qu'elle puisse voir le jour le plus rapidement possible parce que je crois qu'elle correspond à un besoin immense qui nous a été exprimé très souvent dans nos déplacements et c'est pourquoi nous avions inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Voilà quelques mots sur le bilan de notre niche parlementaire. Je voulais commencer par ça parce qu'on voit bien que le système médiatique, on n'a pas le droit de critiquer, bien sûr, il ne s'agit pas de les critiquer, attention, hein. Je ne voudrais pas déclencher une nouvelle polémique par cette vidéo, mais manifestement, quand vous avez des textes aussi importants que celui qui consiste à bloquer les marges, que celui qui consiste à permettre la réouverture des services publics et des accueils physiques des services publics pour que tout le monde puisse avoir accès aux services publics, quand ça se passe à l'Assemblée nationale, forcément ça intéresse personne, hein. Mais voilà, je pense que ça intéresse les gens et c'est pourquoi il me semble qu'il était nécessaire d'en parler au début de cette vidéo. Pour le reste, l'actualité, c'est aussi bien sûr la situation internationale toujours aussi dramatique. Vous avez vu que depuis la fin de la trêve, c'était vendredi dernier, les bombardements de l'armée israélienne ont repris à Gaza, on est dans une nouvelle horreur, qu'on est sans doute dans ce qui restera dans l'histoire comme le Guernica du 21e siècle, c'est-à-dire un massacre de masse, que l'Organisation des Nations Unies, son secrétaire général, les rapporteurs spéciaux de l'ONU ont pointé des indices de risque génocidaire, que certains parlent d'un processus de nettoyage ethnique, que c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui à Gaza. Et ça se fait dans le silence et la complicité coupable des plus hautes autorités de ce pays. Certes, le président de la République, après avoir changé 10 fois de position, a enfin demandé un cessez-le-feu, mais on a l'impression qu'il est toujours en retard sur ce sujet. Les États-Unis ont annoncé récemment qu'ils allaient décider de sanctions contre les colons israéliens qui continuent leur processus de colonisation en Cisjordanie. La France refuse, alors que nous avons interrogé les ministres lors de la session des questions au gouvernement, refuse par exemple de rentrer dans un processus de sanctions contre l'armée israélienne ou contre les colons israéliens. Il faut que la France hausse le ton, il faut que la France déclenche des sanctions, il faut que l'Union européenne déclenche des sanctions. On ne peut pas laisser faire ce massacre sans réagir. Et malheureusement, nous sommes trop peu à porter cette parole dans la classe politique. Mais je sais que cette parole, elle par contre, elle est portée très massivement dans le pays, comme on peut le voir avec toutes les manifestations qui ont lieu partout en France, comme c'est le cas aussi d'ailleurs à l'échelle internationale. Et c'est sans doute pour nous empêcher de continuer à porter cette position qu'on se retrouve confronté à des invitations dans des plateaux de télévision qui ressemblent davantage à des gardes à vue que des émissions de télé. Et quand vous êtes confronté à des gens qui ne vous posent pas des questions, mais essayent de vous faire des procès, de déformer vos positions, de manipuler ce que vous dites pour le faire dire finalement l'inverse, de vous attribuer des positions qui n'ont jamais été les vôtres. Et quand, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon dimanche, vous dites que ces processus-là sont des processus de manipulation, vous avez l'ensemble de la caste médiatique qui se serre les coudes pour dire « Oh mon Dieu, comment vous pouvez critiquer une journaliste ?» Mais on a le droit de critiquer les journalistes et il faut être en capacité de critiquer les médias qui font mal leur travail. Et je veux dire qu'il y a une forme d'indignation à géométrie variable qui est insupportable. Les mêmes qui sont tous montés pour bêler en cadence pour soutenir Routel Krief parce que Jean-Luc Mélenchon pointait la manipulation dont elle avait fait preuve dans l'émission dans laquelle elle m'a interviewé. Les mêmes n'ont pas eu un mot sur les plus de 60 journalistes qui sont morts à Gaza sous les bombes de l'armée israélienne. Les
Les mêmes n'ont pas eu un mot quand une journaliste de France Info ou une journaliste du Média se font attaquer et menacés par l'extrême droite. Les mêmes n'ont pas eu un mot quand le gouvernement a essayé d'empêcher Madame Lavrieux du journal de Disclose de pouvoir publier son enquête. Les mêmes n'ont pas eu un mot à ce moment-là pour défendre la liberté de la presse qui, soi-disant, serait attaquée. Donc vous voyez bien la tartufferie de ceux qui montent comme ça en cadence pour s'en prendre unanimement à Jean-Luc Mélenchon, soi-disant au nom de la liberté de la presse. En vérité, c'est pour défendre une vision, un discours totalement orienté de la situation internationale aujourd'hui. Et finalement, celui qui a le mieux révélé ça, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a montré, qui a en quelque sorte fait sauter le décor. La vérité, c'est que ces gens-là, ceux qui nous donnent depuis 1 an et demi des leçons de bonne conduite sur la manière avec laquelle il faut parler à l'Assemblée nationale, sur les mots qu'on a le droit d'utiliser, les mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, sur les tenues qu'on a le droit de porter, celles qu'on n'a pas le droit de porter, ceux-là même, quand ils sont confrontés à cette situation, ils se permettent d'aller à la radio pour dire au principal opposant de ce pays, ferme ta gueule. Et c'est le président du Sénat qui est censé être la personne qui remplacerait le président de la République s'il lui arrivait quelque chose, qui dit ça à son opposition. Voilà la conception de la démocratie qui est la leur. Et il faut la relier avec la multiplication des 49.3 à l'Assemblée nationale, avec cette forme de criminalisation de l'opposition politique. Vous avez 2 députés macronistes qui, à l'Assemblée nationale, ont appelé à ce qu'on mette les insoumis, qu'on les fiche, qu'ils aient une fiche S. Voilà, des députés macronistes se permettent de dire ça aujourd'hui. On est dans un moment où la parole de l'opposition politique, elle est caricaturée, elle est criminalisée, elle est méprisée, et finalement, il voudrait effectivement nous faire taire. Et donc, voilà ce qu'il faut dire très clairement à Gérard Larcher. Il faut lui dire les yeux dans les yeux. D'abord, il nous fait pas peur, il nous intimide pas, il devrait parler autrement, mais surtout qu'il compte pas sur nous pour fermer notre gueule, parce qu'on n'a pas prévu de le faire. Parce qu'on considère que les propositions politiques que l'on porte, la parole que l'on porte à l'Assemblée nationale, c'est celle des électrices et des électeurs qui nous ont élus pour ça, qui attendent de nous qu'on se batte contre les mauvais coups du gouvernement, qui attendent de nous qu'on se batte pour le pouvoir d'achat, qui attendent de nous pour qu'on se batte pour qu'enfin il soit fait quelque chose face à l'urgence climatique, qui attendent de nous que nous refusions la multiplication et la banalisation des discours racistes et islamophobes auxquels on a le droit depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années. C'est notre rôle de porter cette parole. Donc non, désolé, monsieur Larcher, nous ne fermerons pas notre gueule. Nous allons continuer à faire notre travail d'opposition, et si ça vous plaît pas, c'est dommage pour vous, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. On continue la bataille. Je voudrais vous remercier pour tous les messages de soutien que vous nous avez fait parvenir. Il faut continuer à se mobiliser. Il faut continuer à se mobiliser notamment sur la situation internationale pour que les bombes s'arrêtent le plus rapidement possible. Il y a des nouvelles manifestations encore ce week-end. Il faut continuer à se mobiliser aussi pour que le plus rapidement possible on tourne la page de la Macronie qui fait trop de mal au pays. Il faut continuer à se mobiliser pour empêcher l'extrême droite qui essaye maintenant de s'emparer de nos rues, pour l'empêcher de continuer ou de croire qu'elle va pouvoir faire la loi dans ce pays. Il faut continuer à apporter une parole qui est une parole de paix civile, une parole de paix à l'échelle internationale, une parole de partage de la richesse pour qu'enfin le pays fasse face uni aux défis qui sont devant lui. Voilà quelle est notre boussole, voilà ce qu'on continue à apporter. Voilà, on va continuer à le faire et avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.